Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi, le lundi 8 août dans Dev Café. J'espère que vous avez passé un super week-end, mais bon, il faut reprendre. Dev Café, pour rappel, c'est votre émission quasi quotidienne autour de l'actualité du développement mobile. Si vous l'avez peut-être pas remarqué ou si vous l'avez peut-être pas reçu, je fais un petit questionnaire par rapport à cette émission qui a été lancée il y a 2 semaines. Si vous l'avez pas fait, dans la description vous trouverez un petit questionnaire pour me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous allez voir que déjà il y a quelques petites modifications. Et pour commencer, ne serait-ce, on va commencer par un petit calendrier pour savoir quels sont les éléments qui vont marquer un tout petit peu cette semaine. Dès demain, à partir de, si je ne me trompe pas, 19h30 pour nous en France, il va y avoir la .NET Conf avec, en fait c'est un fork de cette conférence qui s'appelle Focus on MAUI. MAUI, c'est tout simplement le successeur de Xamarin qui a été annoncé au mois de mai par Microsoft. Ce sera une conférence entièrement virtuelle et donc tout sera disponible sur YouTube. Sachant que, faut être honnête, jusqu'à présent, c'est pas un énorme succès parce que comme vous pouvez le voir, la courbe en bleu c'est celle de MAUI et donc qu'on soit au mois de mai ou qu'on soit aujourd'hui, elle n'a pas énormément bougé alors que MAUI est censé remplacer Xamarin, donc autant vous dire que c'est mal barré. Donc il compte à mon avis beaucoup sur la conférence qui aura lieu demain. Je me permets de faire un petit ajout au montage pour vous annoncer que ce midi, vous aurez une sorte de mini meet-up où je viendrai vous présenter .NET MAUI. Ça vous laissera potentiellement le temps de voir si cette techno vous intéresse et donc si vous voulez voir les fameuses vidéos demain. Donc surtout, n'hésitez pas à aller dans la liste des vidéos et à activer le rappel, comme ça vous serez bien notifié que vers normalement midi et demi, il y aura cette fameuse vidéo. Allez, maintenant je vous laisse avec la suite de Dev Café. Ensuite, autre événement, ce sera mercredi, ce sera Samsung qui annoncera ses nouveaux téléphones pliants, pliables, comme vous préférez. Donc pas qu'on ait l'habitude de parler à chaque fois qu'il y a des nouveaux téléphones qui sortent, mais il faut dire que vu que c'est un peu Samsung qui est leader dans le domaine, et que nous développeurs on doit un peu prendre en compte ces nouveaux form factors, voilà. Ce sera donc mercredi à partir de 15h, je crois que ce sera aussi sur YouTube. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie actualité, et surtout, n'hésitez pas à regarder la petite barre de progression pour sélectionner les sujets que vous préférez. Pour commencer cette partie actualité, on va s'intéresser à GitLab qui a particulièrement fait l'actualité la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'un article de The Register a annoncé finalement une bombe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc GitLab, ça permet d'héberger des repos Git, et notamment, ils ont une version gratuite. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que pour The Register, et ce que GitLab, du moins par des fuites, aurait indiqué, c'est que tout simplement maintenir des projets gratuits mais qui ne sont en réalité jamais utilisés, ça leur coûterait à peu près 1 million chaque année de dollars. Et donc ce qu'ils auraient aimé faire, c'est tout simplement supprimer tous les repos qui avaient une inactivité pendant les 12 derniers mois. Donc qu'est-ce que c'est qu'une inactivité? C'est tout simplement aucun commentaire dans les issues, aucun commit, ni rien. Vraiment, il se passe rien sur ces Git là. Et donc ça, c'est ce que The Register a réussi à avoir comme information, mais c'était pas encore validé par GitLab. Mais dès le lendemain, il y a un gros changement et on va regarder qu'est-ce qui se passe. GitLab se met à tweeter en disant qu'ils ont changé leur décision et que, alors sans avoir validé celle que The Register avait dit avant de supprimer, mais là ils disent, nous ce qu'on a décidé, c'est que finalement les repos qui ne sont plus utilisés, on va les archiver dans un storage froid, comme on appelle, donc ça veut dire tout simplement que l'accès à ces données met plus de temps, mais finalement c'est acceptable et ça permet de réduire les coûts. Par contre, c'est pas un coût de zéro parce que il faut quand même payer des serveurs, mais qui vont coûter moins cher. Mais là-dessus, très rapidement, The Register a réagi en disant non, ce que vous nous racontez c'est n'importe quoi, c'était absolument pas ce qui était initialement prévu. Et là-dessus, il nous explique qu'en fait demain, donc mardi, initialement il devait y avoir une réunion avec les employés de GitLab dans lequel c'était bel et bien prévu qu'il y ait de la suppression de données.
finalement, il va bien y avoir un archivage, parce que c'est ce que GitLab a officiellement tweeté. Ce que The Register a pu obtenir en interne, c'est que le code pour supprimer les repos avait été développé et était même terminé depuis la fin juillet, et que donc en réalité, il manquait plus qu'appuyer sur le bouton pour que tout ça soit mis en place. Et là-dessus, très rapidement, après cet article, le PDG, le SEO de GitLab, alors je ne vais pas vous donner son nom parce que vous voyez c'est assez imprononçable, il a confirmé sur Twitter que en effet c'était bien un archivage qui allait avoir lieu pour ces repos là. Donc si votre repo, vous êtes en gratuit et il ne se passe rien depuis 12 mois, ça va donc être automatiquement archivé et non pas supprimé. Donc c'est comme ça qu'au final ils ont réussi à éteindre les flammes, mais voilà, on voit qu'en interne tout était prêt pour faire autre chose. Et d'ailleurs, en fait, moi là-dessus, ce que je me demande, c'est est-ce que GitLab n'a pas essayé de faire un tout petit peu ce que les politiques font en général. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais très souvent, les journalistes disent « Ah tiens, il y a des rumeurs sur telle et telle chose ». Généralement, c'est les politiques qui leur glissent l'info, et en fonction de comment réagit l'opinion, ils disent « On part dans cette voie » ou pas du tout. Et je me demande si GitLab n'a pas essayé de faire ça. Voilà, c'est mon opinion, à voir, est-ce que vous la partagez. Donc voilà, on a vraiment fait le tour côté GitLab. Ce que je vous propose maintenant, et ça c'est une petite nouveauté, c'est que on va faire une salve d'actualités très rapidement, et donc c'est les actualités en bref. On commence par Ionic, dont la version 6.2 a été mise en ligne et améliore ses composants pour sélectionner des dates avec du choix multiple, ou encore la roue, ou wheel picker en bon anglais, qui fait son retour pour sélectionner un jour en particulier. La bottom sheet s'améliore en ayant plusieurs points d'arrêt, et enfin, les switches peuvent maintenant avoir des petits libellés I et O, comme vous pouvez le voir. Le reste, c'est de la correction de bugs. On poursuit du côté de React Native avec Expo 46 qui s'appuie sur la toute dernière version de React Native et de React 18. On note le support de Skia pour Expo Go et sur le web, l'arrivée de Flashlist en remplacement de Flatlist, et si vous utilisez les classic builds, c'est en revanche la fin puisqu'iOS 16 ne sera jamais supporté et il faut se tourner vers les Expo Application Services ou EAS pour les intimes. A noter que le support de React 18 permet d'avoir désormais ce genre d'interface en 3D facilement réalisable. On a vraiment hâte que ça se généralise. Énormément d'autres nouveautés sont au programme, mais je vous laisse lire le document dont le lien est en description. On continue avec Electron qui s'offre au passage la dernière version de Chromium, à savoir la 104, et des améliorations côté Windows, notamment autour du mode sombre. Et enfin, on termine par VS Code qui s'offre une toute nouvelle version mensuelle avec l'arrivée d'un mode expérimental Sticky qui intéresse énormément sur les réseaux sociaux. Mais pour ces 4 infos, n'hésitez pas à aller lire les liens qui sont en description. Voilà pour les actualités en bref, j'espère que ce format plus court vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on va enchaîner sur la dernière news qui concerne Android et Rust, donc le langage que vous connaissez probablement. Donc ce qui se passe, en 2021, Google avait annoncé que la partie open source d'Android, donc l'AOSP pour Android Open Source Project, allait petit à petit se mettre à utiliser Rust, sachant qu'aujourd'hui ils utilisent du C++ pour tout ce qui est natif et du Java Kotlin pour la partie un peu plus élevée dans l'architecture. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent Rust? Parce qu'en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait énormément de problèmes au niveau de la mémoire, et donc bon, je ne vais pas vous apprendre que voilà, C++ et la mémoire, faut tout gérer à la main, et en l'occurrence, les problèmes liés à la mémoire, ça représente 70% des problèmes les plus importants qu'il y a aujourd'hui sur Android. Et donc c'est pour cette raison qu'ils expliquaient l'an dernier qu'ils allaient basculer vers Rust. Et ils terminent en expliquant que aujourd'hui, l'AOSP, c'est plusieurs millions de lignes de code, je crois que c'est en dizaines de millions, mais finalement, les bugs autour de la mémoire, c'est du code récent. Donc en fait, si il faut réécrire le C++, à la limite, c'est pas très grave, parce qu'il voilà, y a que du code récent à changer. Et oui, parce qu'en effet, quand on veut écrire du Rust, ce n'est pas rétrocompatible avec C++. C'est pas comme quand on fait du Kotlin où c'est rétrocompatible avec Java. Donc là-dessus, ça fait partie des inconvénients. Donc ça avait été annoncé en 2021
et on imagine que c'est en cours. Et en parallèle en fait de l'annonce d'AOSP, il y a quelqu'un sur GitHub qui avait indiqué le développement AOSP est possible en Rust, par contre nous développeurs d'applications, on ne peut pas l'utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on développe des applications Android, on a le SDK qui utilise Java ou Kotlin, et de l'autre côté, on a aussi le NDK pour Native Development Kit, qui lui, forcément, c'est du code natif. Et donc là, l'idée qui se posait dès l'année dernière, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire du Rust avec le NDK? L'information qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une roadmap qui a été créée il y a quelques jours, dans laquelle en fait, ça dévoile tout ce qu'il faut faire pour que Rust soit compatible avec le NDK. Alors je ne vais pas vous faire la liste parce que comme vous pouvez voir, elle est extrêmement longue, il y a énormément de choses, et ce qui est expliqué aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien qui a été commencé, c'est vraiment juste une roadmap d'un éventuel début de travail. Donc à mon avis, vu la quantité de cases qu'il y a à cocher, il va falloir mettre énormément de monde dessus, et il y en a pour probablement des mois, voire années. La nouveauté, c'est que potentiellement, dans les années à venir, on pourra faire du NDK en Rust, ce qui sera quand même beaucoup plus sympa, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'était donc toutes les actualités pour aujourd'hui. Donc vous voyez, le format a peut-être un tout petit peu changé. Je ne sais pas si je serai capable de faire tous les jours des news en bref, mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à faire le petit j'aime, à activer la cloche, bref, vous connaissez toutes ces choses-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on va se retrouver dès demain à partir de 7 h, et moi, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est tout simplement une belle journée. Ciao, ciao!